Bonjour et bienvenue sur Algomius. Après avoir vu les structures de graphes et comment représenter les graphes dans Python, nous allons voir comment manipuler les graphes et comment les parcourir. Pour cela, cette première vidéo sur le parcours des graphes va s'atteler à expliquer deux algorithmes de base qui sont le parcours en largeur et le parcours en profondeur. Alors pourquoi je décris d'abord ces algorithmes en introduction? Eh bien c'est très simple, puisqu'ils sont la base de pratiquement tous les algorithmes de parcours de graphes. Et vous verrez que la plupart des algorithmes qui servent à traiter les graphes se basent sur une base soit du parcours en largeur, soit du parcours en profondeur, et ensuite incluent les spécificités du graphe que nous sommes en train de traiter. Par exemple, si le graphe est orienté ou non orienté, cela va avoir des impacts sur la fonction de parcours. Idem, si le graphe est cyclique ou acyclique, là aussi nous pouvons avoir des différences dans les algorithmes. Enfin, si nous avons affaire à un graphe pondéré, là aussi il peut y avoir des différences, puisque on peut avoir des graphes qui ont une pondération uniquement positive, des graphes qui incluent des pondérations positives et négatives, et toutes ces spécifications en fait, que nous pouvons avoir dans un graphe vont en fait influencer sur la fonction de parcours. Avant d'écrire une fonction de parcours, il est donc nécessaire de connaître exactement le graphe que nous sommes en train de traiter et de recueillir le plus d'informations dessus. Puisque si vous savez par exemple que votre graphe est orienté et ne contient pas de cycle, eh bien par exemple ce n'est pas la peine de faire la vérification d'un cycle dans votre fonction. Si tout ce que vous savez déjà à la base, ce sera autant de moins à programmer dans votre fonction de parcours. Donc pour présenter un petit peu de façon générale les deux algorithmes que nous allons voir aujourd'hui, le parcours en largeur en fait est utilisé pour des calculs par exemple de plus courts chemins. C'est-à-dire que vous partez d'un point donné, vous voulez aller à un point B, et l'idée en fait c'est de partir de votre ville de départ, de regarder quelles sont les villes qui sont limitrophes à cette ville. Si votre ville d'arrivée est dedans, eh bien vous avez trouvé votre solution. Sinon, vous agrandissez systématiquement le cercle jusqu'à ce que votre ville d'arrivée soit dedans. Et vous voyez en fait que l'idée du parcours en largeur, c'est un peu des cercles qui deviennent de plus en plus grands, centrés sur la racine de votre graphe. Le parcours en profondeur, lui, est complètement différent, puisque lui va partir de votre point de départ et va aller tout droit jusqu'à ce qu'il soit bloqué, qu'il soit dans un cul-de-sac par exemple. Et ensuite, à partir du moment où il est bloqué, il va revenir en arrière et essayer de repartir dans une autre direction, jusqu'à ce qu'il, là par exemple, on ne peut pas l'utiliser pour le cas d'un plus court chemin, parce que vous imaginez bien qu'il va partir sur une route jusqu'à ce qu'elle s'arrête, et revenir, et ainsi de suite. Donc là, on ne peut vraiment pas l'utiliser. Par contre, le parcours en profondeur peut être utilisé lorsque vous parcourez un labyrinthe dont vous ne connaissez pas la sortie. C'est exactement ce que vous faites. Vous commencez à l'entrée du labyrinthe, vous mettrez votre main sur le mur de droite et vous longez toujours le mur de droite. Cela vous permettra d'arriver à la sortie du labyrinthe dans la plupart des cas. C'est-à-dire vous longez le mur de droite, si vous tombez sur un cul-de-sac, vous revenez sur vos pas jusqu'à ce que vous puissiez de nouveau longer un mur de droite et ainsi de suite. Et vous allez parcourir comme ça une grande partie du labyrinthe et probablement trouver la sortie. Donc vous voyez ces deux philosophies complètement différentes de parcours de graphes, et l'une ou l'autre va nous servir à chaque fois dans les cas bien précis. Et avec le temps et l'entraînement, vous verrez que lorsqu'un problème sur les graphes se pose, vous saurez immédiatement lequel des deux utiliser et lequel des deux adapter à votre situation. Commençons par expliquer le parcours en largeur d'un graphe. Pour cela, j'ai repris un exemple que nous avions déjà vu dans les structures de graphes, qui est l'arbre généalogique. L'arbre généalogique est un cas très simple, puisque c'est un graphe orienté, déjà, qui est non pondéré, et qui va nous permettre de simplement voir quel est le processus de parcours. Donc, j'ai ici un arbre généalogique, dont Robert est l'aïeul de tout le monde, il a 3 enfants, William, Martha et John. John a lui-même 2 enfants, et Jack lui-même 2 filles, et Amy a 2 enfants. Voyons voir comment nous pouvons parcourir le graphe à partir de Robert. Si je sais que Robert est mon point de départ, je peux déjà lui affecter le coefficient 1. Je vais mettre ça en rouge. Voilà, Robert est mon entrée dans le graphe. Je vais donc traiter Robert. Je vais mettre en vert l'individu que je suis en train de traiter. Donc je suis en train de traiter Robert, et Robert a 3 enfants. Donc, je vais mettre
dans ma liste à traiter plus tard les 3 enfants de Robert. Donc 2, 3 et 4. Voilà. Donc je leur ai affecté un nombre. Les enfants de Robert sont maintenant dans ma liste de traitement et je vais les traiter dans l'ordre. J'ai fini de traiter Robert, puisqu'il n'avait que 3 enfants. J'en ai fini, donc lui a été entièrement traité. Je vais le mettre en gris. Le prochain nombre, la prochaine personne dans ma liste à traiter, puisque j'en ai fini avec Robert, ça va être William. Donc je vais affecter la couleur verte à William. William est la personne que je suis en train de traiter. Eh bien William a un seul enfant, qui est Amy, qui va donc prendre le numéro suivant, le numéro 5, puisque John avait le numéro 4, donc le suivant c'est le 5 pour Amy. Ok, William n'avait qu'un seul enfant, il a donc été traité, je le mets en gris, et la personne suivante dans ma liste, le numéro 3, est Martha. Martha, que je suis en train de traiter, je vois qu'elle n'a pas d'enfant, donc je n'ai rien à faire à ce moment-là. Je la passe donc en grisé, et je prends la prochaine individu dans ma liste, qui est John, et je vais le traiter. John a 2 enfants, Allison et Jack, qui vont donc être les personnes suivantes que je vais traiter. Donc je vais les mettre dans ma liste d'attente de personnes que je vais traiter, avec les numéros 6 et 7, qui vont suivre en fait le 5 de Amy. John n'avait que 2 enfants, j'ai fini de le traiter, je le repasse en gris, et après John qui était 4, je passe à Amy qui est au numéro 5. Amy, le numéro 5, a 2 enfants, Steve et Kim, je leur affecte les indices 8 et 9. Voilà. Amy n'a que 2 enfants, j'ai fini de traiter le cas d'Amy. Je passe à Allison qui est en position 6 dans ma liste d'attente des personnes à traiter. Je lui mets en vert. Allison n'a pas d'enfant, donc son traitement est terminé. Je la marque en grisé. Je passe à Jack. Jack a 2 enfants, Julia et Madison. Donc j'en étais à 8, 9, le prochain indice pour Julia c'est 10 et pour Madison c'est 11. Et j'en ai fini avec Jack. Steve a le numéro 8, mais Steve n'a pas d'enfant. Donc là, le traitement est terminé. Kim n'a pas d'enfant non plus. Le traitement est terminé. Julia et Madison non plus. Je termine ici mon traitement. Et vous voyez que la numérotation qui a été faite dans ce graphique, en fait, on retrouve l'appellation de parcours en largeur, puisque Robert a été notre premier candidat, ici. Puis ce sont tous ces enfants qui ont été traités. Et vous voyez que petit à petit, nous avons élargi le cercle pour avoir toute l'arborescence dedans. C'est un petit peu comme ça, comme si on avait un peu une spirale, une coquille d'escargot qui devenait de plus en plus grande pour intégrer de plus en plus d'éléments. Voilà sur le principe du tri en largeur, du parcours en largeur de graphe. Passons maintenant dans Atom pour voir directement comment un parcours en largeur de graphe se programme sous Python. Pour cela, j'ai repris une liste d'adjacence que j'ai remplie exactement comme nous l'avons vu avec le tableur juste avant. Donc Robert a 3 enfants, William, Martha et John, vous connaissez maintenant la structure. Je l'ai entièrement remplie et nous allons voir si la fonction Python est capable de parcourir le graphe comme nous venons de le faire dans le tableur. Pour cela, j'ai déclaré une fonction qui s'appelle parcours en largeur, qui prend en argument le graphe, donc c'est-à-dire l'ensemble des liens qu'il y a entre les membres de la famille de Robert, et il lui faut un début. Vous avez vu que quand nous avons parcouru le graphe, nous sommes partis de Robert, qui était l'aïeul de la famille. Et bien là aussi, lorsque nous appelons le parcours en largeur, nous l'appelons sur l'arbre généalogique de Robert, et nous utilisons Robert comme point de départ, puisque pour parcourir un graphe, il faut un point de départ. Donc, comme je vous l'ai dit, nous allons créer une liste d'attente de personnes que nous allons traiter, dans l'ordre dans lequel nous allons les traiter. Cette liste d'attente, je l'ai appelée à visiter, qui permet de savoir quels sont encore les membres de la famille à visiter. Et j'ajoute dès le début dans à visiter
le début de mon graphe. C'est-à-dire que quand j'appelle avec Robert, la première personne que je dois visiter et que je dois traiter, c'est Robert. Donc je l'intègre directement dans ma liste d'attente. Ici, j'ai utilisé une variable qui s'appelle DéjaVu, qui permet de voir si un membre de la famille n'a pas déjà été traité pour ne pas le traiter une deuxième fois. Vous voyez dans le cas d'un arbre généalogique qu'on ne peut pas avoir une personne qui soit à la fois fils de deux personnes différentes. Parce que, bon, ça pourrait arriver, mais c'est moche. On ne pourrait pas avoir, par exemple, un enfant qui serait l'enfant de William et de Martha. Ça voudrait dire que l'enfant s'est déjà retrouvé dans la liste lorsqu'on a traité William et qu'il va se retrouver une deuxième fois dans la liste quand on va traiter Martha. Bon. Là, nous avons fait la supposition que ce genre de cas n'arrive pas dans cet arbre généalogique. Mais vous vous rendez compte qu'il y a des graphes ou des problèmes où cela peut arriver. Et dans ce cas-là, vous pouvez faire une liste de déjà vu et dire, eh bien, si cet élément a déjà été traité, je vais le garder en mémoire pour ne pas le retraiter une deuxième fois. C'est à ça que va servir cette variable. Donc, déjà vu, au début, je lui mets Robert dedans, pour dire que Robert, je l'ai déjà vu, c'est la tête de mon graphe. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais parcourir la liste des membres de la famille qui n'ont pas encore été traités et qui se trouvent dans la file d'attente à visiter. Vous vous souvenez de l'écriture en Python. Si j'écris un while qui est suivi ici d'une chaîne de caractères ou d'une liste ou d'un dictionnaire, peu importe, while va s'exécuter tant que la structure n'est pas vide. Donc, si je fais while à visiter, on peut lire ça de cette façon, tant qu'il y a encore des membres à visiter, tant qu'il y a encore des membres dans la file d'attente. Et bien, tant qu'il y a des membres dans la file d'attente, je prends le membre, le plus à droite dans la file d'attente. J'écris que ce membre est en cours de visite, comme ça nous allons avoir un affichage qui va nous dire dans l'ordre quels sont les membres qui sont traités. Puis, je recherche tous les voisins de ce membre. Et pour cela, je fais appel à ma liste d'adjacence. Ici, j'ai appelé ça voisin parce que c'est dans le terme de la théorie des graphes, nous avons tendance à dire que quand deux nœuds ont une relation entre eux, ils sont voisins. Donc c'est pas forcément une terminologie qui s'applique à l'arbre généalogique, puisque plutôt que voisin, on aurait plutôt un descendant. Mais voisin est un terme beaucoup plus générique lorsque l'on travaille sur les graphes. Donc si par exemple, dans ma première entrée, j'ai Robert, et bien quels sont les voisins de Robert? Et bien ce sont ses descendants. Ce sont William, Martha et John. Donc dans la boucle qui va récupérer les voisins de Robert, nous allons avoir ces trois fils. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces trois fils? Eh bien on va vérifier que les fils n'ont pas déjà été vus, déjà été traités. C'est le cas que j'ai expliqué avant. Et si jamais ils n'ont pas été vus, eh bien on les ajoute dans la liste d'attente des membres de la famille qu'on va encore devoir visiter et traiter. Tout simplement. Et en fait, à partir du moment où ils sont dans la liste, la boucle qui est ici va continuer à visiter tant qu'on ajoute des membres dans la liste. Et va s'arrêter quand il n'y aura plus personne. Et c'est exactement le parcours qui va être fait. Si je reprends mon tableur, nous avons pris Robert, nous avons ajouté ces trois fils à la liste, qui chacun ont été traités, qui ont eux-mêmes ajouté leurs fils à la liste, qui ont été traités, et l'algorithme s'est arrêté une fois que nous nous sommes rendus compte que Madison n'avait pas d'enfant, que nous l'avons passé à traiter, et que plus aucun membre de la famille de Robert ne se trouvait dans la file d'attente pour pouvoir être traité. Voilà comment s'arrête l'algorithme. Essayons de l'exécuter pour nous rendre compte que cet algorithme fonctionne correctement. Voilà, donc il nous donne Robert, c'est la tête de la liste. William, Martha et John, eh bien, ce sont les enfants de Robert. Puis il nous donne Amy et Allison, si on essaye de prendre un petit peu comme ça. Il nous donne Amy, Allison et Jack, qui sont les enfants de la génération 3. Et ensuite, il nous donne Steve, Kim, Julia et Madison, qui sont les enfants de la génération 4. Donc notre parcours en largeur fonctionne correctement. Maintenant que nous avons vu le parcours en largeur des graphes, nous allons nous attaquer au parcours en profondeur. Vous allez voir que nous allons appliquer la méthode sur le même graphe et que le résultat va être sensiblement différent.
Je vais donc reprendre dans mon tableur le même graphe qu'avant, la famille de Robert que nous commençons maintenant à connaître par cœur. Robert a 3 enfants qui eux-mêmes ont leurs enfants. Ok. Comment va se passer un parcours en profondeur? Eh bien, comme un parcours en largeur, il faut commencer par lui donner quel est l'élément de départ dans le graphe. Ce que nous aimerions faire, c'est représenter la famille de Robert. Donc Robert va être une fois de plus dans ce cas le membre d'origine à partir duquel nous allons parcourir le graphe. Donc, je vais le mettre en vert. Nous sommes en train de traiter Robert. Très bien. Cette fois-ci, donc Robert a 3 enfants, mais cette fois-ci, je ne vais pas ajouter d'un bloc les 3 enfants de Robert dans ma liste d'attente. Je vais déjà m'attaquer à un enfant de Robert, qui est William, sans mettre Martha dedans. Par contre, je vais quand même mettre les ordres de parcours. Donc, Robert a été le premier à être parcouru. William est le deuxième. Et avant de passer à Martha, en fait, on va tout de suite creuser dans la descendance de William. Donc William a une fille qui s'appelle Amy, qu'on va traiter directement. 3. Et Amy a 2 enfants qui sont Steve et Kim. Donc dans un premier temps, on va traiter le premier enfant d'Amy qui est Steve. Voilà. Steve n'a plus d'enfants, donc on peut estimer que la partie pour Steve a été traitée. Donc Steve, on le grise. Là, pour lui, c'est terminé. On remonte à Amy, sa mère, et Amy, elle, a encore une fille qui s'appelle Kim, que nous allons donc traiter. Voilà, et nous allons y mettre le chiffre 5. Kim, elle, maintenant, n'a pas d'enfant, donc nous remontons simplement de nouveau à sa mère, Amy. Amy, maintenant, a été traitée en entier, ses 2 enfants sont grisés, donc elle n'a plus d'enfants à traiter, elle passe donc en grisé. On remonte à William. William avait qu'une seule fille qui était Amy, qui a été traitée, donc le traitement de William s'arrête ici. Et on remonte enfin à Robert. Ok? C'est pour ça que je parlais avant du problème du labyrinthe. Et c'est exactement comme ça que vous voyez, vous partez de Robert, vous prenez le chemin le plus à droite, tac tac tac, et quand vous arrivez à un cul-de-sac, vous remontez d'un cran, vous essayez de reprendre une autre direction, et vous remontez tant que vous ne pouvez plus changer de direction. Ici, nous sommes maintenant remontés jusqu'à Robert. Nous voyons que son fils William a été traité, donc la prochaine personne à traiter est Martha. Martha prend le nombre suivant dans la liste d'attente. Nous étions à 5 à Kim. 1, 2, 3, 4, 5. Martha devient maintenant 6. Martha n'a pas d'enfant, donc nous pouvons estimer que son cas a été traité. Nous remontons à Robert. Robert a déjà 2 enfants traités, mais il en reste encore un à traiter qui est John. John devient le 7e élément. John a encore des choses à traiter, puisque John a lui-même des enfants. Il a Allison à côté. Donc nous traitons Allison, mais nous voyons qu'Allison n'a pas d'enfant. Donc nous pouvons directement bloquer Allison, en disant cette fois-ci j'ai terminé. Nous remontons à son père John. John a un enfant traité, mais a encore un enfant qui n'a pas été traité. Donc c'est lui qui prend la position 9 et qui devient en traitement. Jack, lui, on ne peut pas le verrouiller directement parce qu'il a 2 enfants. Il a d'abord une fille qui s'appelle Julia, qui va prendre le numéro 10. Julia n'a pas d'enfant, donc on peut estimer que Julia a été traitée. On remonte donc à son père Jack, qui ne peut pas être verrouillé puisqu'il a encore une fille qui s'appelle Madison, que donc on va traiter, qui va prendre le numéro 11 dans le parcours. Madison n'a pas d'enfant, donc on peut la verrouiller. On remonte à son père, Jack, qui maintenant a une liste d'enfants, mais tous ont été traités. Donc on peut dire que toute la famille de Jack a été traitée. On remonte à John.
qui peut voir que parmi ses enfants, Alison et Jack ont déjà été traités. Donc là, on peut passer John en grisé. On remonte à Robert, qui voit que ses 3 enfants ont déjà été traités, et donc que le parcours est terminé. Vous voyez, quand on regarde les indices maintenant, on voit vraiment ce parcours qui a été fait en profondeur d'abord. On est allé le plus loin que l'on peut, 1, 2, 3, 4 dans l'arborescence, on est allé jusqu'à Steve, on est monté à Kim pour traiter 5, et on est remonté à Robert, et à chaque fois, on est remonté à la racine, redescendu, remonté, redescendu. Et donc on a vraiment cette impression de partir vers la gauche jusqu'au bout, de remonter, et ainsi de suite jusqu'à avoir tout couvert. Et vous voyez que les indices ne sont pas du tout les mêmes que le parcours en largeur. Là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5 pour montrer que je descends vraiment à gauche. Le parcours en largeur, lui, était vraiment par strates successives. 1, puis 2, 3, 4 pour les enfants de première génération, 5, 6, 7 pour les enfants de deuxième génération, 8, 9, 10, 11 pour les enfants de troisième génération. Voilà, donc vous avez vu maintenant 2 idées de parcours du graphe. Il ne reste plus qu'à implémenter maintenant la solution du parcours en profondeur en Python. Retour sous Atom donc pour voir comment programmer un parcours en profondeur sous Python. Si on observe bien comment a été fait le parcours en profondeur, on s'aperçoit, ça nous fait très vite penser à un algorithme récursif. En effet, vous traitez d'abord Robert en tant qu'aïeul principal de votre graphe, de votre arbre de généalogique, et puis vous voyez qu'en fait, Robert, on traite l'arbre de Robert, et puis on traite un arbre de sous-ensemble de ses enfants, on traite le sous-arbre de William, et dans William même, on traite le sous-ensemble de Amy. En fait, vous voyez que même dans sa résolution, on découpe le problème petit à petit pour le rendre plus petit, jusqu'à ce qu'on arrive à des membres de la famille qui n'ont plus d'enfants et qui sont très facilement traitables. Et bien c'est sur cette idée que va reposer l'algorithme du parcours en profondeur, et sa première implémentation, je vais vous la montrer, en récursif. Donc récursif, ça veut dire que la fonction se rappelle elle-même. J'ai donc déclaré une fonction de parcours en récursif, en profondeur. En argument, je prends toujours le graphe, qui a été défini plus haut, qui est en fait la liste d'adjacence qui reprend l'arbre généalogique de la famille, le nœud de départ, qui est Robert, nous voyons ici, et j'ai implémenté encore une fois la liste de déjà vus. Ça nous l'avons vu à l'étape du dessus. Elle ne va pas servir en fait dans cet exemple précis parce que je suis dans un cas très précis de graphe qui est déjà acyclique et on est sûr que les membres ne sont pas à 2 endroits différents dans le graphe. Mais ça peut être une sécurité pour vérifier qu'un membre n'est pas traité 2 fois. Ici, je commence par afficher le nœud courant que je suis en train de traiter. Ça aussi, ça va permettre, quand on va exécuter la fonction, de voir si on parcourt bien le graphe dans le bon sens. J'ajoute le nœud courant en déjà vu, pour être sûr de ne pas le visiter une deuxième fois. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais comme dans la fonction de parcours en largeur, je parcours la liste des voisins d'un nœud. Par exemple, quand j'appelle Robert, eh bien, je parcours la liste de ses voisins, qui sont en fait dans ce cas précis ses fils, William, Martha et John. Et qu'est-ce que je vais faire pour cette liste? Je vérifie déjà si parmi la liste de ses enfants ne sont pas déjà dans la liste des gens que j'ai déjà vus, parce que ça voudrait dire que je les traite une deuxième fois. Et si ce n'est pas le cas, eh bien je relance le parcours en profondeur récursif sur le fils. Ça, c'est la grande différence en fait avec la fonction que nous avons vue avant avec le parcours en largeur. Avec le parcours en largeur, en fait, nous empilions les membres à traiter dans une file d'attente, ce qui nous permettait en fait de traiter tous les fils les uns après les autres, et ensuite, une fois qu'on avait fini les fils, commence à traiter les petits-fils, jusqu'à ce qu'on ait fini les petits-fils, et ainsi de suite. Là, pas du tout. Là, ce qu'on fait, c'est que dès qu'on arrive à un fils, on veut s'attacher à traiter la famille de ce fils en entier avant de pouvoir continuer. Et c'est exactement ce qui est fait ici. Là où le parcours récursif, dans un premier cas, va partir sur la famille de Robert, et bien là, nous allons parcourir les fils de Robert, et pour chaque fils trouvé, nous allons relancer la fonction. C'est-à-dire que nous allons faire un parcours en profondeur de l'arbre de William, puis nous allons faire un parcours en profondeur de l'arbre de Martha. C'est exactement ce que nous avons fait là. Ici, nous avons voulu parcourir en profondeur l'arbre de Robert,
nous l'avons découpé en sous-ensemble, parcourir le sous-arbre dont William est l'aïeul, puis le sous-arbre dont Amy est l'aïeul, et à partir du moment où nous arrivons à un élément qui n'a plus de fils, ça va être la condition d'arrêt. Et donc, en fait, vous voyez que lorsque Amy ne peut être traitée que lorsque tous les enfants d'Amy ont été traités. Et William ne peut être fini de traiter seulement quand toute la famille en dessous de William a été traitée. Et donc, en fait, vous voyez que le problème est repoussé jusque dans les feuilles du graphe. Et voilà comment c'est résolu de manière récursive. Voyons directement en lançant Python sur cet exemple pour voir si tout fonctionne correctement. Voilà. Donc là, nous avons un parcours en profondeur récursif qui part de Robert, qui ensuite... Attendez, je vais afficher le graphe en dessous. Voilà. Donc nous partons de Robert, nous prenons son premier fils William, et nous prenons la fille de ce premier fils Amy. Donc nous voyons qu'on est descendant toujours dans l'arborescence, on descend. Puis Steve et Kim. Et ensuite, c'est à partir du moment où Kim a été traité que nous pouvons enfin clôturer le traitement d'Amy, qui permet de clôturer le traitement de William, et c'est qu'à ce moment-là que nous passons à Martha. Donc ensuite, nous avons Martha, qui n'a pas d'enfant, donc nous passons directement à son frère John, et là, nous descendons toute l'arborescence de John. Donc nous voyons que cette fonction récursive nous donne exactement ce que nous cherchons. Cette fois-ci, vous voyez bien qu'il y a une grande différence entre le parcours en profondeur et le parcours en largeur. Et dans les vidéos que nous allons voir maintenant par la suite, nous allons voir des applications de chacun des deux cas pour résoudre des problèmes. Pour en terminer avec la fonction qui fait du parcours en profondeur, vous avez vu que la première implémentation a été faite en récursif. Ça fonctionne très bien, l'idée est assez claire là-dedans, mais le problème toujours avec les fonctions récursives, c'est qu'à chaque appel de la fonction récursive, les variables d'environnement sont sauvegardées sur la pile, et si vous avez des graphes qui sont très profonds, en fait vous pouvez arriver à un dépassement mémoire dû à l'empilement des variables dans la mémoire. Il faut savoir qu'une fonction récursive peut toujours être écrite en mode itératif, et que pour des problèmes de mémoire, parfois, il est plus intéressant de passer par la forme itérative. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur ce dernier exemple, mais je voudrais juste vous montrer en fait comment écrire une fonction de parcours en profondeur de manière itérative. C'est ce que j'ai fait ici dans l'exemple 3. Vous voyez que, encore une fois, nous avons toujours les mêmes arguments, le graphe qui est l'arbre généalogique, la liste d'adjacence de l'arbre généalogique, ainsi que le nœud de départ qui, si nous voulons traiter toute la famille de Robert, va commencer par Robert. On reste sur des variables déjà classiques qu'on a déjà vues. La variable déjà vue qui permet de ne pas visiter deux fois le même élément, dans laquelle nous mettons directement le nœud d'origine. Donc ici, nous mettons directement Robert pour ne pas avoir à le visiter une deuxième fois. Et cette fois-ci, nous retrouvons la liste d'attente que nous avions avant, qui s'appelle à visiter, qui permet d'empiler les membres à visiter. Cette fois, le nœud à visiter, c'est toujours... Donc, on parcourt la liste à visiter tant qu'elle n'est pas vide. Donc, ça veut dire tant qu'il y a des membres dans la liste d'attente, eh bien, on traite le membre suivant. Donc, on récupère avec la fonction pop le membre le plus à droite dans la fonction... on récupère le membre le plus à droite dans la file d'attente. On écrit à l'aide d'un print pour pouvoir visualiser le parcours lorsqu'on exécute la fonction. Et on parcourt, comme nous l'avons fait pour la fonction de parcours en largeur, les voisins du nœud courant. Donc là, encore une fois, si nous sommes en train de traiter le nœud Robert, eh bien ses voisins, ce sont ses fils William, Martha et John. Nous vérifions que le voisin n'a pas déjà été traité, pour ne pas le traiter une deuxième fois. Nous ajoutons le voisin dans la variable déjà vue, pour ne pas le traiter une deuxième fois. Et nous rajoutons aussi le voisin dans la liste à visiter, pour qu'il soit visité dans le prochain parcours de boucle. En fait, vous voyez que cette fonction est très similaire à la fonction que nous avons en haut. La seule différence, en fait, c'est que nous utilisons ici nous prenons ici le membre le plus à droite de la liste et nous ajoutons des membres à gauche.
c'est-à-dire que vous respectez l'ordre. Vous utilisez en fait la liste ici comme une file, c'est-à-dire que les nouveaux éléments à traiter se mettent d'un côté, et donc les éléments que vous allez traiter, vous les prenez de l'autre côté. Donc ça veut dire que vous reprenez les éléments dans l'ordre dans lequel ils ont été insérés dans la liste. Ce n'est pas le cas pour le parcours en profondeur itératif. Ici, vous faites en fait, vous empilez et vous dépilez du même côté. C'est-à-dire que vous empilez les différents membres dans votre liste, mais quand vous avez besoin d'en prendre un pour le traiter, vous prenez en fait le dernier qui a été empilé, et pas le premier. Donc ça veut dire que les premiers qui ont été empilés seront les derniers qui seront ressortis. Et c'est ça qui va vous faire en fait le parcours en profondeur. Voilà, il ne reste plus qu'à exécuter cette fonction pour voir si elle donne les mêmes résultats. Voilà, je vais reprendre l'exemple du dessous. Donc on part bien de Robert, et cette fois-ci on traite John. Oui, on peut traiter John aussi, puisque là je n'ai pas mis par exemple de règles de supériorité ou d'infériorité sur les enfants de Robert. Je sais que Robert a 3 enfants, William, Martha et John. Par contre, je n'ai pas mis de conditions sur lesquelles doit être traité en premier. Je considère que ces enfants sont équivalents. Donc là, vous voyez qu'il est parti de Robert, puis il est passé à John, il a traité Jack, il a traité Madison, puis il est revenu à Julia, il est remonté à Allison. À ce moment-là, il a fini John, il est passé à Martha, il est passé à William, Amy, Kim, Steve, et il a terminé son parcours. C'est-à-dire que là où nous avons fait un algorithme au début qui longeait, par exemple, on peut dire le mur de droite, là nous avons fait un algorithme qui longe le mur de gauche. Mais c'est un parcours en profondeur quand même, et qui est tout aussi juste que l'autre si on ne met pas plus d'informations dans notre graphe. Voilà, donc nous avons vu maintenant 2 solutions de parcours en profondeur, une fois en récursif, une fois en itératif, et la fonction itérative vous permettra de vous sortir de problèmes de mémoire si jamais vous en avez avec la fonction récursive. Voilà pour cette première vidéo qui explique les parcours dans les graphes. Nous avons vu donc les 2 parcours qui sont les parcours de base lorsqu'il s'agit de manipuler des graphes. Le parcours en largeur et le parcours en profondeur peuvent paraître très simples au premier abord, mais parce que nous avons utilisé aussi une structure de données qui était très simple. L'arbre généalogique fait qu'il n'y a pas de croisement dans les arêtes. Un seul membre a toujours un seul membre a toujours un seul aïeul ou aucun et n'a pas d'enfant. Il n'y a pas de pondération, il n'y a pas de pondération négative. Vous voyez que nous sommes sur un cas très simple. Ensuite, ces algorithmes pourront être adaptés pour systématiquement prendre les spécificités du graphe en compte. Si nous avons un graphe cyclique, si le graphe devient non orienté, ou si le graphe devient pondéré, et bien là, vous ajoutez en fait des contraintes supplémentaires sur le graphe qui devront être prises en compte par vos fonctions. Nous verrons cela assez vite dans les vidéos qui vont venir, et vous allez voir que ça va nous permettre de résoudre des problèmes bien plus compliqués, comme les algorithmes de plus court chemin, ou alors les algorithmes qui résolvent les problèmes d'arbres couvrant minimum et ce genre de choses. Voilà, donc j'espère que grâce à l'algorithme de parcours en profondeur, vous ne resterez plus jamais coincé dans un labyrinthe. Et il me reste donc à vous souhaiter une bonne journée, et je vous attendrai pour la suite des algorithmes sur les graphes.